Vendredi 12 juin 2026, nous sommes à Kinshasa. Un sit-in autorisé mais délocalisé de la coalition C66 a tourné au drame. Affrontement entre policiers et militants, le sang a coulé. Fayoulou Kabonde blessé, Sessanga Ndombasi hospitalisé, mais pas que. Policiers et militants aussi. À qui la faute finalement? Est-ce une bavure policière tout simplement? Est-ce un ciblage des leaders de l'opposition? Est-ce un durcissement du régime Tshisekedi? Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous tous qui allez nous suivre dans cette émission, le débat congolais. Nous allons parler de ces sujets importants qui défrayent la chronique. C'est cette sit-in qui s'est passée récemment à Kinshasa. Et pour faire les tours d'horizon de cette question, mais aussi d'autres, nous avons le plaisir de recevoir ici M. André Alain Atundu Liyongo. Lui, c'est plus de 50 ans de vie politique. Il a tout vu. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il a l'expérience du terrain, l'expérience des officines politiques. C'est lui qui va aujourd'hui apporter sa lumière à ces débats qui empoisonnent déjà, qui empestent l'atmosphère politique dans le microcosme politique de la République démocratique du Congo. André Atundu est président de CEDER, un parti politique de l'Union sacrée, ancien ambassadeur de la République d'Isaïr au Rwanda, mais aussi plusieurs fois mandataire en République démocratique du Congo. Il est membre de l'Union sacrée. Monsieur André Alain Atundu, bienvenue dans les débats congolais. Merci beaucoup, cher Charles Quint. Soyez aussi le bienvenu chez moi. Merci beaucoup. Ça fait un bon bout de temps que nous ne vous avons pas reçu dans cette émission. Aujourd'hui, vous nous avez donné l'occasion d'être avec nous dans le débat congolais. Monsieur Atundu, le sang a coulé finalement. Ce qu'on ne pouvait pas penser, voir sous le régime de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, est arrivé. Les amis d'hier ne sont-ils pas aujourd'hui des ennemis? Parce que le sang de Fayoulou a coulé, le sang de Sessanga a coulé. Il a dit qu'il a reçu une balle dans la jambe. Votre réaction à chaud lorsque vous avez vu la manifestation de l'opposition finalement tourner au drame? Qu'est-ce que vous pouvez dire en sein sec en voyant toutes ces scènes incroyables? D'abord, une question préliminaire. Vous avez dit que c'était une manifestation autorisée mais délocalisée. Les malentendus n'est-il pas venu de la délocalisation? Et que les leaders de l'opposition ont voulu comme défier le gouverneur de la ville? Ça, c'est la question. Parce que ça ne sert à rien. Oui, il y a eu des morts, enfin, il y a eu des échauffourées, mais maintenant, il faut savoir quelle est l'origine. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, je note que le gouvernement a élevé une protestation. Il n'a pas soutenu les échauffourées. Il a dit qu'ils vont faire une enquête, une investigation pour connaître les responsabilités. Et comme vous le savez, dans une république organisée, dans une armée organisée, dans une police organisée, lorsque, au cours d'une manifestation, il y a eu blessure d'homme. Et aussi mort d'homme, hein, selon plusieurs rapports. Il y a eu blessure d'homme et qu'il y a eu tir
de feu. À balles réelles, hein? Il y a eu des coups de feu tirés. Le gouvernement responsable, comme celui, d'après le rapport ou la réaction de notre gouvernement, il commence d'abord par savoir faire ce qu'on appelle le contrôle de la discipline de feu. Vous êtes combien? Chacun avait combien de balles? Autant, autant. Qui n'a pas suffisamment de balles? Mais comment? Dans quelles circonstances? Ça, ce sont des enquêtes de loyauté, les enquêtes de discipline de feu. Il faut le faire. Alors ça, c'est un. Deuxièmement, chercher maintenant l'origine de ce malentendu dramatique. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le trajet qui ont commencé, qui ont provoqué? Il faut le savoir. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle pudiquement l'enquête, les investigations. Mais est-ce que, M. Atundou, nous avons suivi la réaction de l'opposition, les sit-ins étaient une manifestation pacifique. Pourquoi l'hôtel de ville a refusé à ce que les opposants puissent pacifiquement venir devant le Parlement pour lancer un message aux députés afin qu'ils abandonnent les votes d'une loi qu'ils jugent anticonstitutionnelle? Est-ce que l'hôtel de ville avait raison de délocaliser une telle manifestation pacifique alors qu'on voit les églises régulièrement tenir des réunions de prière au palais du peuple, au Parlement, sans que l'on évoque le principe d'inviolabilité du Parlement? Le Parlement est officiellement inviolable. C'est-à-dire que l'on ne peut autoriser dans l'enceinte du Parlement des activités qui pourraient porter atteinte de façon inconsidérée à la sérénité du débat. On ne peut pas. Et d'ailleurs, dans d'autres manifestations, quand le public est admis et commence à crier, que dit le chef, le président? Taisez-vous, sinon je vous fais partir. Donc ça signifie pendant la plénière. Ça signifie que nous avons une obligation d'assurer la sérénité du débat. Or, le fait de ne pas suivre la délocalisation, le fait d'avoir comme objectif le Parlement, le fait d'avoir comme objectif les parlementaires, mais sans qu'il y ait un mémorandum à déposer auprès du président, eh bien cela signifie que c'est une manœuvre qui n'était pas préparée, en tout cas qui n'a pas une bonne issue, et donc c'est une manœuvre à prendre avec beaucoup de considération, parce que l'autorité ne peut pas être dépassée, soi-disant, parce qu'il y a démocratie, parce que... Non. Donc, il aurait fallu obligatoirement qu'il y ait un mémorandum. C'est dit dans quel texte de loi? Mais quand on dépose le mémorandum, c'est dit dans quel texte? Le mémorandum est l'aboutissement d'une organisation. Nous venons de Limete, de Tchangou, nous irons au Parlement. Qu'est-ce que vous allez dire au Parlement? Ah, nous allons appeler le président du Parlement, voilà ce que nous voulons. Parce que leur cri, leur agitation, mais les gens, les parlementaires, n'en ont pas écho. Donc il faut appeler un ayant droit, un responsable, pour qu'il puisse transmettre. S'ils avaient ainsi fait, le directeur, le président du Parlement aurait reçu ce mémo, aurait dit quelques mots, et en rentrant au Parlement, il aurait dit
voilà, je suis en retard pour ceci, voici ce qu'ils ont dit. À ce moment-là, le principe de l'inviolabilité du Parlement ne serait pas évoqué, non, s'ils avaient un mémorandum. Non, puisque c'est autorisé. Hein? Le mémorandum ne concerne pas la vague des gens. Les gens seraient restés dehors et les responsables seraient partis s'adresser à un responsable acquis de droit. Mais comment on peut autoriser les églises à faire des réunions, des prières, mais on interdit à l'opposition qui vient seulement se rassembler là sans perturber l'ordre public à faire une activité pacifique? Je vous ai dit que le Parlement est inviolable, sauf exception. Exception. Eh bien, quand l'Église est dit, donnez-nous cet espace, nous allons prier, etc. Surtout que ça se fait au moment où les députés ne sont pas là, ça crée une autre ambiance. Ça crée une autre ambiance. Donc, ce qu'il faut craindre, c'est l'esprit de provocation dans le chef des sponsors de ces marches. Nous allons faire de la provocation, agir par défi pour voir ce qu'ils vont faire. Or, vous le savez, la police nationale a l'obligation de maintenir l'ordre public, la moralité publique et le respect de la légalité. Alors, M. André Atundou, comment expliquez-vous que la police puisse user d'une telle répression, une répression sanglante pour des gens, des leaders de l'opposition qui n'avaient pas même une seule arme blanche, un petit couteau? On a vu Fayoulou, Sanga, Jamar Kabound et les autres, ils étaient mains vides. Mais pourquoi la police a visé principalement les leaders de l'opposition? On a vu les sangs de Fayoulou couler. On a vu Sanga qui a reçu une balle dans la jambe, selon la vidéo que lui-même a faite. On a vu Jean-Marc Kabound, la chemise ensanglantée, tous les corps. On a vu Ados Ndombasi hospitalisé aujourd'hui, les pieds fracassés parce que atteint par une balle. Comment expliquez-vous que des gens qui étaient menus puissent subir un tel traitement? À l'état actuel des choses, je dirais que vous êtes responsable de tout ce que vous avancez. Je vous pose des questions. Non, non, non. Je tire les conclusions de ce que vous avancez. Or, moi, j'attends pour déterminer, de connaître la suite des investigations qui vont répondre aux sources du malentendu dramatique. Est-ce que c'était à cause de la délocalisation? Est-ce que c'était à cause de la provocation? Est-ce que c'était une bavure policière? C'est ça. Il faut laisser autant les gens, il faut laisser aux gens le temps de réfléchir. Ça, c'est une manifestation d'un jour. Mais ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, c'était une série de manifestations. Ah, ça, c'était les citoyens, c'était pas l'opposition. On n'a pas vu des Mélenchon et autres. Contre lesquels le pouvoir établi ne pouvait rester indifférent et ignorant. Les manifestations, il n'y a pas que les hommes politiques. Hein. Un groupe social, un groupe momentané, et l'État, en l'occurrence, la police, a l'obligation de veiller à ces trois choses. Moralité, ordre public et discipline. Donc l'État doit veiller à cela. Et quand on fait des enquêtes, c'est pour connaître si ces paramètres d'orthodoxie démocratique ont été respectés. Donc, pour vous, il n'y a pas eu ciblage des leaders de l'opposition qui ont été blessés, qui ont reçu des balles. Mais vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci. Le gouvernement a fait une protestation contre
les événements. Il a dit, eh bien, nous allons faire des enquêtes, des investigations. Alors, comment voulez-vous... Souvent qui n'aboutissent pas dans ce pays. Hein, on a toujours annoncé des enquêtes dont les conclusions n'arrivent toujours pas. Ça a toujours été le cas depuis des années dans ce pays. C'est une présomption. Non, mais c'est ça aussi la vérité des faits. Hein. C'est la vérité des faits. Est-ce qu'on vous a dit que nous n'avons pas... le gouvernement n'a pas fait des enquêtes? Non, ça c'est une présomption, un préjugé. Hein? Donc, voyons les choses telles que cela se passe ou devrait se passer. C'est ça l'enquête. Est-ce que vraiment, pensez-vous vraiment que sous le régime de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, issu d'un parti politique qui a fait tant 7 ans dans l'opposition, on pouvait voir une telle répression des manifestations pacifiques organisées par les anciens ou les alliés de l'UDPS lorsqu'elle était dans l'opposition? D'abord, je voudrais pouvoir vous dire que ce régime qui a comme président M. Tshisekedi n'est pas un régime de l'UDPS. C'est un régime de l'union sacrée. C'est l'union sacrée qui prend en charge le régime. Donc ça, c'est un. Et de deux, il y a ces 3 paramètres. Quels que soient les attendements, les sollicitations, même les tendances, il faut veiller à 3 choses. L'ordre public, la moralité publique et la discipline. Voilà les éléments structurants d'une bonne gouvernance démocratique. Donc il n'est pas question de dire, vous savez, vous avez fait 32 ans, est-ce que... Le problème n'est pas là. Les 32 ans, c'était dans l'opposition. Mais maintenant, les années où l'union sacrée est là, c'est l'ordre, la gouvernance du pays. La gouvernance démocratique, la gouvernance économique, la gouvernance militaire, etc. Donc, mais chaque fois qu'il y a un incident, il faut toujours chercher à quoi cela est-il dû. Monsieur Atondou, on a vu la police ensemble avec les jeunes gens qui se réclament être les membres de la force du progrès, présentés comme étant une milice de l'UDPS. Ensemble, ils lançaient des pierres sur les militants des partis de l'opposition. Et on a vu les images de saccage des sièges de l'ESID et d'autres, les sièges du parti ESID, du FONUS de Olengankoy et des Envol et d'autres partis politiques. Mais aussi, on a vu les images des militants de l'opposition qui ont saccagé le parti de Didier Boudimbo sur l'enseignement et boulevard Triomphal. Comment expliquez-vous que la police puisse être accompagnée de ces jeunes-là, gens-là, qui se sont eux-mêmes présentés comme étant du force de progrès, de la force du progrès de l'UDPS? Comment expliquez-vous cela? Un journaliste avisé, vous savez, la pratique qui consiste à infiltrer des perturbateurs, ce qu'on appelle en France les loupards. Il y a des manifestations et il y a des perturbateurs qui voudraient profiter de cela pour créer un malentendu. Voilà pourquoi les policiers souvent encadrent. Donc, il faut maintenant prouver que celui qui se déclare des forces du progrès est vraiment des forces du progrès. Parce que moi, j'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Le général, M. Kabouya, il dit, mais qu'on me prouve. Donc, ça fait partie des éléments d'investigation. Il se peut que parmi ces gens-là, on retrouve quelques personnes des forces du progrès. Mais pourquoi voulez-vous dédouaner absolument les gens qui ont détruit les sièges de partis de AVC et tout ça? C'est pour ça que l'enquête gouvernementale est censée être objective. Pour dire, voilà, il y a eu ceci, il y a eu ceci.
Mais si les gens ont fait ça, c'est parce que... Mais laissons à ces gens-là... Donc pour vous, les témoignages des gens eux-mêmes qui disent qu'on est membre de la force du progrès, ces témoignages-là ne suffisent pas, il faut prouver. Qui doit prouver Ce ne sont pas finalement? des paroles d'évangile. Parce que je vous dis qu'il y a des manipulateurs, il y a des destructeurs professionnels qui profitent de toute manifestation pour créer de troubles et se servir à l'occasion. Et donc, quand quelqu'un dit « je suis des forces du progrès », ben, on doit chercher, dire, ben, vous êtes des forces du progrès, comment vous vous appelez? Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est ça l'enquête. L'enquête, ce n'est pas céder au coup de l'émotion du moment. L'enquête, c'est une démarche de gouvernance. Bon, mais surtout, le gouvernement a rejeté tout bilan de morts. Selon le gouvernement, il n'y a pas de mort. L'homme qui était présenté comme étant mort est en vie, il est à l'hôpital. Selon le porte-parole du gouvernement, qui est intervenu il y a quelques heures. Mais les organisations de la société civile, certaines organisations sérieuses, parlent de deux morts. Et les médias aussi internationaux parlent de deux morts. Les partis de l'opposition parlent de deux morts. Mais certains, comme le FONUS, parlent même de 10 morts et plus de 150 blessés. Où se trouve la vérité finalement dans ces contradictions? Parce que le gouvernement dit qu'il n'y a pas de morts, mais les organisations de la société civile, les organisations indépendantes attestent qu'il y a eu des morts. La vérité proviendra du résultat de l'enquête. Vous voyez déjà, l'opposition avait dit il y a eu 2 morts. Pour se retrouver, il dit non, un des morts, on l'a retrouvé, il est... Donc, ça fait déjà un doute. Le FONUS a dit il y a eu 10 morts, 150 blessés. En combien de temps? Comment a-t-il fait pour passer de 2 morts ou de 1 mort présumé à 10? Il faut éviter de faire une sorte de manipulation des chiffres à partir de la conviction que le gouvernement ne peut pas dire la vérité, c'est le gouvernement qui sous-estime. Mais voyez, 2 morts, non, un seul mort, oui, 10 morts. À qui donnez-vous le crédit? Alors, mais non, c'est ça, je dis, à qui donnez-vous le crédit? Voilà pourquoi il faut laisser au gouvernement et aux instances compétentes le temps de veiller à mettre fin à leur investigation. Alors, M. Atundou, Augustin Kabouya, président AI de l'EDPS et secrétaire général de l'EDPS, a déclaré clairement que l'opposition avait recruté des Koulouna et des Mobondo avec comme objectif incendier les palais du peuple, créer les chaos, parce qu'ils ont reçu l'argent des Kagame, des Kabila, des Moïse Katumbi pour déstabiliser les institutions à Kinshasa. Et de leur côté, les opposants ont dit que Tshisekedi voulait coûte que coûte éliminer les leaders de l'opposition. Voilà pourquoi les principaux leaders de l'opposition ont été atteints par des balles. Ils ont subi des tirs à balles réelles. Monsieur Atundou, quelle est votre analyse? Pensez-vous vraiment que l'opposition pouvait aller jusqu'à incendier le palais du peuple, monsieur Atundou? Ce n'est pas déjà arrivé? Les destructions des biens publics, la Cour suprême, aujourd'hui Cour de cassation, ils n'ont pas subi ce genre de manifestation. C'est pour ça que je vous dis, sachons raison garder. Les déclarations d'émotion, il faut se maîtriser. Il y a quelque temps, il y a eu une levée de bouclier.
le Congo est devenu un dépotoir. On prend les personnes Les criminels oui, qui ont quitté des États-Unis. les États-Unis viennent ici. Mais aujourd'hui, quel est ce parti d'opposition qui a dit, voilà, il y a au moins la moitié qui sont partis, la moitié qui est partie. Je me rappelle, c'est ça avait clairement dit que le Congo était devenu un dépotoir Voilà. des criminels Alors, aux États-Unis. Les États-Unis, et la suite. tous les services d'intelligence étaient incapables de protéger ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont envoyé au Congo. Et le Congo n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité de ces gens. C'est une interprétation malveillante. Les accords entre les États, ça existe. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Pour que les Rwandais fuient la famine et viennent s'installer au Kivu, qu'ont fait les autorités coloniales? Ils ont négocié avec nos chefs. Ah voilà, il y a des problèmes là-bas, ramenez-les. Eh bien, mutatis mutandis, c'est ce qui s'est passé. Le président Trump, je n'ai pas assisté, hein, mais j'imagine, dit voilà, moi je voudrais nettoyer un peu tous les immigrants illégaux. Qui peut m'aider? Bon. Le Congo, ce n'est pas le seul, et beaucoup d'autres pays. Bon. Maintenant, personne ne connaît les termes de cet accord. Est-ce qu'ils sont évacués ici ad vitam aeternam? Manifestement non, parce que la moitié est rentrée chez elle. Ce n'est pas une solution. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention aux manipulations des leaders de l'opposition qui ont chauffé à blanc. Donc, vous pensez vraiment que l'objectif était d'incendier le palais du peuple, M. Atou? S'il vous plaît, je vous ai dit, est-ce qu'on a incendié la Cour constitutionnelle, oui ou non? Est-ce qu'on a incendié? On l'a incendié. Et le policier, le gendarme, qui a la responsabilité du maintien de l'ordre public, doit veiller à ce que ce genre d'incidents n'arrivent pas. Mais c'est comme si nous sommes naïfs, en croyant que le mauvais côté, c'est nous, les autres sont des enfants de cœur. Non. Chez nous, nous devons, le pouvoir doit chercher les ripoux, et du côté de l'opposition, ils doivent avoir l'honnêteté de dire que nous avons reçu tel montant, tel montant. Alors, M. Toundou, jusqu'où ira finalement ce choc frontal entre Tshisekedi et opposants? Parce que, je dirais, les nerfs de la guerre, les casus belli ici, s'il faut le dire, c'est la loi Ngonankoy, la proposition de loi Ngonankoy, la loi la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. L'opposition dit que c'est une loi anticonstitutionnelle parce qu'elle vise à changer la constitution pour permettre à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir. Trouvez-vous normal aujourd'hui que les Congo reviennent encore au débat sur la présidence à vie après l'alternance pacifique intervenue en 2019? D'abord, personne n'a parlé de présidence à vie. L'opposition parle de présidence à vie. Oui, mais pourquoi accordez-vous plus de crédit aux déclarations de l'opposition qu'aux affirmations du gouvernement? Soyons un peu objectifs. Personne n'a parlé. Le combat, vous avez dit que le vote sur le référendum, l'organisation du référendum était un casus belli. Mais c'est un prétexte. Le référendum est prévu dans la Constitution. Et qu'un député dise oui, mais si nous devons l'appliquer, qu'est-ce que nous allons faire? Il propose une loi. Une temporelle suspecte, comme c'est le Il n'y a pas de temporelle suspecte. Il n'est pas dit dans la Constitution que s'il reste 2 ans, 3 ans de mandat, on ne peut plus organiser de référendum. Ce n'est pas une temporelle suspecte. Donc, il faut
il faut éviter de se laisser manipuler par les gens dont l'objectif réel est le partage du pouvoir et peut-être même le glissement. Donc, nous devons, bien sûr, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas criminaliser l'exercice d'un droit. Même si... Organiser, prendre les modalités pratiques de l'organisation du référendum, vous dites, il ne peut pas le faire. Mais la Constitution le dit. C'est un complément aux dispositions de la Constitution. Bon, M. Toundou, ici, il y a un débat des juristes, des constitutionnalistes sur l'article 5 de la Constitution, ceux qui pensent que le peuple peut tout, même changer les constitutions, alors que ce peuple a voté une constitution, a accepté une constitution au référendum de 2005. Et aujourd'hui, le même peuple-là, qui jusque-là ne s'est pas exprimé publiquement, clairement. Vous ne contredisez pas. Vous aviez dit que le peuple s'est exprimé par l'opposition. Maintenant, vous dites que le peuple ne s'est pas exprimé. Non, je n'ai pas dit que le peuple ne s'est pas exprimé. Ce sont les leaders de l'opposition. Accompagnés du peuple. Non, quel peuple? Là, c'était pas le peuple. Des militants chauffés à blanc. Mais c'est quoi le peuple finalement? C'est quoi le concept du peuple? Comme dirait l'autre, that's the question. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, au sens démocratique aujourd'hui, c'est d'abord le représentant du peuple au sein du Parlement. Oui, parce qu'ils sont là du fait du vote de la population. Donc le peuple, ce n'est pas les 120 millions de Congolais? C'est 500 députés. Millions de Congolais. Non, c'est 120 millions de Congolais représentés par les 500 députés. C'est comme ça. Le peuple dont on parle à l'article 5 de la Constitution, c'est les députés et les sénateurs. Je vous dis ceci. L'article 5 de la Constitution. Tout pouvoir vient du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à moi de vous poser la question. Non, je suis en train de réfléchir. Tout pouvoir vient du peuple. C'est-à-dire que tout changement peut provenir du peuple. Mais comment alors? Mais comment alors? Par le référendum? Il n'y a pas de miracle à ça. Le peuple ne s'exprime que par référendum. Tout pouvoir vient du peuple, l'article 5, oui, d'accord. Mais ce peuple-là, posez-lui la question. Est-ce que vous voulez changer ou vous ne voulez pas changer? Est-ce que vous voulez telle proposition ou vous ne voulez pas telle proposition? C'est ça l'objet du référendum. Le référendum ne dit pas il faut un troisième mandat à Tshisekedi, il faut comment vous avez dit, une présidence à vie. Non. Mais automatiquement, le président Tshisekedi, si on change la constitution, il sera candidat, automatiquement. Le compteur sera mis à zéro. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais ça... Il faut raisonner en intellectuel. Le peuple, vous avez dit, le peuple doit s'exprimer, puisque vous prétendez que ceux qui sont au Parlement ne représentent pas le peuple. D'accord, pour la cause. Alors, laissez le peuple s'exprimer par le référendum. Or, le référendum doit être exécuté d'après un certain processus. Le parlementaire, le député Olenga Gondakoy, a eu cette idée, cette belle idée, de mettre déjà en place, oui, le processus. Vous pensez que c'était une belle idée? Oui, il faut mettre qui consiste à changer la Constitution? Non, qui consiste à entrevoir et à mettre sur place les moyens de consulter le peuple. Même pour les changements de Constitution? Tant pis, quelle que ce soit la raison, mais pour consulter le peuple. L'objet ici, c'est consulter le peuple, quel que soit l'objet. Vous dites ça. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, non, nous sommes un pays croyant, eh bien, cessons d'être laïcs. Ce sont des débats. Il faut savoir donner à chaque question sa dimension historique. Vous avez parlé de l'article 5, voilà.
c'est grâce à l'article 5, le peuple doit être consulté. Mais- Et doit être consulté sur quoi? Mais bon. Parce qu'en plus, Mm. vous savez, les articles dits verrouillés, 220. les articles dits verrouillés, ce sont des articles, si vous me permettez l'expression, d'imposture du peuple. D'imposture. Du peuple, du pouvoir du peuple. Parce que un groupe de gens ne peut pas déterminer le comportement de la population ou du peuple pendant 100 ans. Non. Dans les dispositions dites intangibles, il y a deux types de dispositions intangibles. La première disposition, elle est structurante de la démocratie, c'est-à-dire la superficie du pays, le régime républicain du pays, l'absence d'un parti unique. Je ne cite que ces gens-là. Ça, c'est structurant, le respect des droits de l'homme, c'est structurant. Mais les autres, ce sont des restrictions volontaristes. Ah bon? Volontaristes, oui. Même voter au référendum par le peuple. Laissez-moi vous expliquer. Ce sont des restrictions volontaristes, c'est-à-dire concernant le mandat du chef de l'État, le nombre de mandats. La forme républicaine de l'État? Non, j'ai déjà cité ça dans les éléments structurels. Donc certainement ici, c'est le nombre de mandats et la durée et le nombre de mandats. Or, le nombre de mandats et la durée, mais je ne vois pas qu'il existe un chiffre kabbalistique, un pour garantir la réussite d'un programme, l'autre pour condamner l'échec d'un programme. Il n'y a pas de chiffre kabbalistique. D'ailleurs, quand vous voyez, il y a des États où le président a 5 ans, il y a des États où le président a 4 ans, il y a des États où le président a 7 ans. Quel est le chiffre kabbalistique qui nous garantit le résultat? Il n'y en a pas. Donc, il faut se référer à l'historicité de sa propre existence. Mais est-ce que trouvez-vous normal qu'après 20 ans, on puisse changer de constitution alors qu'il y a des pays qui ont des constitutions qui datent d'il y a plus d'un siècle? Doit-on continuer au nom de l'article 5, tout pouvoir vient du peuple, commencer à changer de constitution après chaque alternance au pouvoir? Ou doit-on finalement mettre un terme à cela? Le droit est une science vivante qui ne peut pas être condamnée à l'immobilisme juridique. C'est une science qui évolue avec les réalités historiques. Or, ici chez nous, il y a un vice, je pourrais qualifier de rédhibitoire. C'est lequel? C'est que l'équilibre du pouvoir était conçu en faveur des belligérants. Oui. La constitution du 18 février 2006? Oui. C'est une constitution de Saint-City, non? Donc, on a veillé à l'équilibre des belligérants. Mais accepté au référendum en 2005, non? S'il vous plaît. Et donc, c'est une situation anachronique. Il faut corriger cela. C'est une situation anachronique qu'il faut corriger. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut restituer l'exercice du pouvoir aux civils en dehors des ambitions militaires. Voilà la raison fondamentale. Deuxièmement, De la constitution actuelle? j'essaie de vous expliquer pourquoi on demande que la Constitution change. Deuxièmement, il y a les exigences de développement et la pratique politique chez nous. Aujourd'hui, le pays doit construire des grands ouvrages. Pour Kinshasa,
Métroquine, pour Matadi, redresser le chemin, pour gagner au moins 100 km, peut-être pour aller non, pour aller à Lubumbashi, on peut tracer un autre chemin. Et des plans existent. Or, si le président n'a pas suffisamment de temps pour mener les études de faisabilité, poser la première pierre et clôturer, eh bien, vous pouvez être sûr que s'il a 4 ans ou 5 ans pour le faire, ce sera un cheval, comment on appelle, un éléphant blanc. Et si le projet peut prendre 30 ans, il faut que le président reste 30 ans au pouvoir? Pas 30 ans. Je dis bien si. Je vous dis que si vous voulez un métro à Kin, en 2 ans, vous allez le faire? Vous n'allez pas le faire en 2 ans. Il faut un peu de temps. Il faut au moins 5 ans. Les études de faisabilité, l'appel de fonds, l'exécution, le respect des délais. Donc il faut tenir compte de tout ça. J'ai dit, nous devons réfléchir aussi en tant qu'intellectuels. Ça, et malheureusement, dans notre pratique politique, si le prédécesseur a commencé un ouvrage qui n'a pas terminé, celui qui lui succède ne va pas continuer. Et il faut perpétuer ça dans notre pays. L'autre ne va pas. Et voilà pourquoi on pourrait prendre d'autres mesures en disant, écoutez, vous faites vos propositions, mais vous avez l'obligation d'abord de terminer ce qui a été commencé. Tout ça, ce sont des réflexions au fin d'une action efficace. Et pour vous, il faut un mandat de combien pour un chef de l'État afin de réaliser tout ce que vous venez de dire là? Je l'ai dit sur Top Congo, je l'ai dit encore ici, dans le cadre de l'entente républicaine, nous avons fait des propositions. Pour moi, 10 ans de chef de l'État, ça lui permettrait de terminer. 10 ans renouvelables, combien de fois? Je n'en sais rien. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chiffres cabalistiques. Donc il faut que le président puisse avoir un seul mandat de 10 ans. Ou bien il faut 10 ans renouvelables. Le président doit avoir un seul mandat, doit avoir 2 mandats. Non, je vous dis que 10 ans, c'est suffisant pour commencer une action et la terminer. Mais qui c'est qui dit qu'il doit faire 10 ans en 2028? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il faut être honnête. Dans quelles conditions? Mais il a tous les pouvoirs. Non. Il n'a pas eu tous les pouvoirs. On peut avoir tous les pouvoirs, mais pas en avoir l'exercice. Mais souvenez-vous des joutes ou même des sabotages au cours du Conseil des ministres. Hein? Au point que le président, Tshisekedi, était obligé de désactiver certains ministres pour qu'ils ne participent pas au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres. Mais ce sont quand même des leçons qu'ils tirent. Il faut penser que l'amour de ce pays n'est pas le monopole de l'opposition. Le président de la République a aussi une certaine idée de ce pays qu'il voudrait en fonction de son programme d'action. Donc, alors, concrètement, il faut faire quoi? Il faut lui donner un cadeau de 10 ans ou il faut, concrètement, il faut quoi? Comment vous pouvez parler d'un cadeau? Mais il faut faire quoi pour? Il faut lui ajouter 10 ans encore. Chacun a fait des propositions. Il y en a qui parlent de 7 ans, il y en a qui parlent de 5 ans, il y en a qui parlent de 2. Moi, je vous dis, dans le cas de l'entente républicaine, nous avons dit 10 ans, c'est suffisant. Alors, ça doit se faire comment? Donc, il faut une nouvelle constitution. Oui, inscrire dans une constitution. C'est une proposition. Si c'est retenu, on va dire, le mandat du chef de l'État est de 10 ans. C'est une proposition. Si ce n'est pas retenu, on pourra dire le mandat du chef de l'État est de 2 ans. Très bien. Vous dites une proposition. Alors, maintenant, concrètement, cette proposition va être mise en pratique comment? Une proposition, c'est une contribution à une réflexion nationale. Elle va se concrétiser comment?
l'entente républicaine a fait cette proposition. L'UDPS a fait quelle proposition? Le parti de Julien Paluku a fait quelle proposition? Le MSC a fait quelle proposition? C'est après, quand on aura tout cela... Dans un dialogue national? Non! Il faut d'abord que quelqu'un puisse faire le mixage. Hein? Mais par quel mécanisme? Est-ce qu'il faut un dialogue où toutes les propositions seront examinées une par une? Non. Une proposition. Lorsqu'on a eu cette consultation, la consultation va quelque part. Et ce quelque part, c'est la première autorité de jugement. Donc, il faut passer par une révision de la Constitution pour que cela puisse prendre corps. Non. Mais ça va se faire comment concrètement? Une contribution. Oui, absolument. Je ne comprends pas. On est d'accord. C'est une contribution, c'est-à-dire que ma proposition ne va pas s'imposer par rapport ce n'est pas ce que j'ai dit aussi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Mais ça va se passer concrètement comment? Le président de la République reçoit par exemple la proposition de 10 ans. Alors, il fait quoi? Il organise un dialogue, il voit le Parlement pour qu'on change la Constitution pour intégrer cette proposition-là ou comment? Il voit ce que les autres ont apporté comme contribution. Il le voit en fonction de sa vision des choses. Alors, en ce moment-là, il appelle une commission polyvalente pour dire présentez-moi un projet. Parce que le référendum, le projet, l'initiative du référendum appartient aussi au chef de l'État. Bon, donc, il peut dire, bon, voilà, ou bien dit, monsieur du Parlement, faites quelque chose. Alors, quand le projet de constitution existe, alors on peut organiser le référendum autour de est-ce que vous êtes pour cette proposition ou pour l'ancienne. C'est ça l'objet d'un référendum. Merci beaucoup, M. Toundou. On est dans un contexte de guerre. C'est la dernière question. Nord Kivu et Sud Kivu est occupé. L'opposition crie déjà au scandale en voyant le Parlement accélérer les votes de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Là, c'est la balkanisation. Déjà, il y a ceux qui, de l'autre côté, pensent que c'est un complot de Tshisekedi pour céder la partie est du Congo au Rwanda. Et déjà, il y a d'autres initiatives. Olivier Kamitatou a parlé même de la CPI qui va entrer déjà en danse pour la CPI, pour s'appesantir sur le dossier de Tshisekedi à cause de tout ce qu'il commet comme crime dans notre pays en tuant les gens et notamment les opposants. La CPI, pour qu'il puisse entrer en action, doit identifier ce qu'on reproche à Tshisekedi ou ce qu'on aurait reproché à Tshisekedi. Ce n'est pas que, bon, vous savez, Tshisekedi fait. Mais il faut identifier, il faut qualifier les faits. Il faut qualifier les faits pour qu'il y ait une suite pertinente. Il ne suffit pas de dire, vous savez, bon, moi on m'a empêché de protester aujourd'hui, donc il n'y a pas de liberté de presse, eh bien ce pays jugeait ces gens-là. Non, les histoires, c'est pas comme ça. Alors, Nord Kivu, Sud Kivu, occupé par le Rwanda et l'AFCM 23, et c'est dans ces conditions ici qu'il faut organiser le référendum? Oui. Pourquoi pas? Ah bon? Pourquoi pas? Parce que le référendum, la condition, un, qu'il y ait un projet. Deux, qu'il y ait un objet. Le 3, consulter le peuple. On va consulter le peuple là où c'est possible. Là où c'est possible, bon, malheureusement, une partie du Nord qui va être occupée, une partie du Sud qui va être occupée, une partie de l'Ituri est un peu occupée. Mais moi, ce qui m'étonne,
c'est que l'opposition n'a pas marqué autant d'entrain à réagir et autant de vigueur à réagir lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé. Ils se sont tus. C'est un silence qui frise la complicité. Fayoulou avait parlé et beaucoup d'autres leaders ils n'ont avaient... pas marché. Il n'y a aucun rien. Je n'ai vu aucune initiative politique pour dire que nous devons libérer. Est-ce qu'ils ont été aux États-Unis d'Amérique pour dire qu'il faut appuyer Tshisekedi pour qu'on libère? Quand ils vont aux États-Unis d'Amérique, c'est pour dire n'appuyez pas Tshisekedi parce que sinon. Alors, Joseph Kabila a réagi aussi par rapport à la loi Ngondankoy. Il a demandé à chaque famille congolaise de se lever pour faire échec au plan sinistre de Félix Tshisekedi de tuer la démocratie en République démocratique du Congo. Bon, ça, ce sont des propos extrémistes. D'accord? Ce sont des propos extrémistes. Ce sont plus des harangues qu'une exhortation. Il essaie de ranger mais il y a de quoi sourire parfois. Mais le président Kabila a quelle autorité aujourd'hui sur l'ensemble du peuple C'est un seul président de la République. Non. Bon, et l'actuel n'a pas de droit. L'actuel n'a pas de droit. L'actuel a autant de... Il a des droits qui s'exercent. Ça, c'est un. De deux, il y a quand même l'hypothèque de la condamnation judiciaire. C'est une hypothèque. Parce que, en général, une condamnation judiciaire est assortie du genre, bah, vous ne pouvez pas exercer des activités politiques de telle année à telle année, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce qu'il s'est plié à ça? Ou bien il le dit par provocation ou par défi. Comme a dit l'autre, eh bien, si Tshisekedi est garçon, qu'il essaye la Constitution. Ça, ce sont des propos de raz-de-pâquerette. Ça n'incite pas à une grande réflexion. Ah bon? Le fait que Kabila s'élève pour défendre la démocratie, qui est en train d'être assassiné par Félix Tshisekedi, selon ses propos, vous pensez que... Par qui? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur votre point de vue que la démocratie est assassinée. Qu'il fasse la rétrovision de son règne de 18 ans pour se rendre compte que les exigences de la gouvernance de l'État sont de nature particulière et exigent une fermeté dans la gestion du pays et dans le maintien du cap. Vous n'êtes pas président de la République pour dire oui à tout ce qu'on vous dit. Vous êtes un président de la République pour apprécier et aller dans le sens qui va de pair, qui va avec votre projet de société ou votre engagement. Donc, vous dites oui au référendum et vous ne craignez pas la balkanisation de la République démocratique du Congo dans l'état actuel des choses? Je vous dis, la balkanisation, c'est une opération qui ne date pas du Congo. Ça vient du Balkan, la balkanisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas que le Congo qui est l'objet de la balkanisation. Vous savez, les États-Unis, une partie, c'est le Mexique qui a vendu. Les États-Unis ont une ambition sur le Canada. Parce que bien avant, ils avaient parlé du Canada, etc. Donc, le Groenland aussi. Voilà, et tout ça. Donc, ça, ce sont des éléments qui structurent la politique et les ambitions. En plus, sur le plan personnel, il n'y a pas eu que le Kivu. Hein? Il y a eu les ex-gendarmes katangais. Il y a eu
des rébellions, de MOBA, etc. Mais la balkanisation est un malentendu. Les gens qui préconisent la balkanisation feignent d'ignorer la résistance du peuple congolais à la balkanisation. Jamais. Donc, il faut avoir le sens des réalités. Merci beaucoup, M. André Alain Atundoluyongo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GCR Congo Télévision. Nous allons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Congo Avenir.